que ce front est la suite logique de notre mobilisation lors des législatives pour des élections transparentes dans la diaspora et au Sénégal avec le mouvement ATEL. Depuis, nous avons dû mener des combats épuisants et souvent dans des conditions très difficiles, mentalement, moralement et financièrement. Quelques membres ici prendront la parole certainement pour reparler de ces moments de souvenirs et de combats menés entre Paris, Genève et Milan. Notre front se positionne en vigie apolitique chaque fois que de besoin pour rappeler à l'État du Sénégal ses devoirs. Nous avons décidé de faire face et de résister farouchement aux menaces, aux limitations de liberté, aux exactions multiples, aux règlements de compte et à tout ce qui ressemble fort à une dictature rampante au Sénégal depuis l'avènement du régime Diomaye Sonko. Vous l'aurez compris, cette soirée est une sorte de team building ouvert ou élargi à nos membres, puisque sont la société civile, les partis politiques, les personnes ressources, en somme, à toutes les bonnes volontés qui ont le Sénégal au cœur et qui souhaitent que notre pays retrouve son lustre d'antan. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, la justification de cette journée citoyenne qui se termine en soirée, conférence, débat et dîner pour assurer une convivialité devant servir de ciment à notre fraternité, à notre solidarité agissante. Croyez-moi, notre volonté ferme de faire face à l'arbitraire ne faiblira jamais. Nous avons mis à votre disposition sur vos tables un agenda de déroulé de la soirée pour vous permettre de suivre avec nous toute la chronologie de 3 conférences, ou du moins les animations et échanges avec tous nos invités experts, ces grands cadres qui ont accepté de venir passer quelques heures avec nous et de partager leurs compétences et leurs expériences pour analyser avec nous la situation économique, politique et sociale du Sénégal. Les actualités politiques se suivent et se ressemblent parfois. Nous avons à cœur de les analyser ensemble pour pouvoir mieux forger notre envie de résister à partir de la diaspora pour qu'au Sénégal, l'État n'oublie jamais qu'un patriote défend d'abord son peuple contre son gouvernement. Je vous remercie de votre attention. Et je suis née le 22 novembre. Voyez-vous, c'est l'esprit sagittaire. Voilà. Pour vous dire. Merci en tout cas pour cette amitié, merci pour cette marque d'amitié et de sympathie. Vous, membres du Front de résistance de la diaspora, je n'ai que des mots de gratitude et de reconnaissance à votre endroit. Vous m'avez accueilli avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de fraternité, dans des moments de détresse, dans des moments où j'en avais le plus besoin. C'est dans des moments de détresse, dans des moments troubles, où on se sent seul et on apprécie la main tendue, la main fraternelle. Et je peux vous dire, je le dis avec beaucoup d'émotion, la spontanéité de votre soutien, la grandeur de votre mobilisation, cette générosité, non seulement m'a ébloui, mais a ébloui le monde et a ébloui le Sénégal. Aujourd'hui, membres de FRDS, sachez qu'on ne parle que de vous au Sénégal. On ne parle que de vous pour vous être mobilisés spontanément, pour être à mes côtés quand j'avais été convoqué, interrogé et dans le cadre d'une procédure à la Cour d'appel de Versailles. Je l'ai dit plus d'une fois, votre mobilisation a été stupéfiante. Tôt le matin, vous avez abandonné famille, boulot, autres occupations pour venir à mes côtés. La plupart d'entre vous, ou je dois vous dire la quasi-totalité de vous, ne me connaissiez pas avant. Vous étiez venus non pas pour ma seule personne, mais vous étiez venus pour le Sénégal, pour les idéaux que nous partageons. C'est des idéaux de justice, de paix, de démocratie. C'est un acte citoyen que vous posez. Et c'est cet acte citoyen qui aujourd'hui nous rassemble ce soir. C'est tout à votre honneur et je veux louer votre capacité de mobilisation. L'aéropage dans cette salle en témoigne. Et je peux dire que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait.
Vous avez réussi ce que beaucoup de gens ne peuvent pas réussir au Sénégal et même ailleurs. Fédérer des gens avec un seul objectif, le patriotisme. Un seul objectif, l'idée de pousser en avant pour le développement économique et social de notre pays, mais aussi pour le mieux-être des populations sénégalaises. Vous avez dans cette salle rassemblé hommes et femmes politiques, de la société civile, des hommes d'affaires, des intellectuels, qui ne sont pas toujours dans la politique, mais qui aujourd'hui sont préoccupés par le devenir du Sénégal, notre devenir à nous tous. C'est dire vraiment cela, c'est une gageure de ce que vous avez réussi et je vous félicite et vous encourage dans cette dynamique-là. Tantôt, j'ai parlé avec un jeune Sénégalais qui tenait à me préciser que je ne fais pas de la politique. Tout est politique. Il y a une émission de CNews qui semble bien plaire à mon ami et jeune frère Mamoudi Ibrahim. Tout est politique, encore une fois. On est en France et aussi peut-être on est dans un milieu où on peut, sans trop de risques, citer des hommes de gauche. Michel Rocard disait que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Un grand homme de chez nous, un patriarche, Abdoulaye Wade, nous enseignait, et je le reprends dans un de mes livres que j'ai offert un peu dans ma dernière publication que j'ai donnée aux organisateurs de cette rencontre, que si vous ne faites pas de la politique, des moyens méritants que vous feront de la politique et vous dirigeront et vous gouverneront et décideront à votre place. Je pense que c'est ce que nous vivons au Sénégal aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que le meilleur de ce que recèle notre peuple en compétences, en probité, en capacité intellectuelle, mais aussi en termes de technicité ou d'expertise dans la gouvernance publique, soit aujourd'hui aux affaires dans notre pays. Je ne suis pas sûr. C'est le fruit de quoi? Peut-être que d'aucuns se sont sentis beaucoup trop précieux pour ne pas faire de la politique ou ne pas aller faire un acte citoyen. D'aucuns ont pensé le jour du vote que d'autres le décideront à notre place. Et de toute façon, ne vous en faites pas, les gens ne laisseront pas passer ces rêveurs ou bien peut-être ces gens qu'on peut considérer à la limite irresponsables. Chacun pensait se défausser sur l'autre ou déléguer sa responsabilité à un autre. Et ils ont eu une capacité de mobilisation qui a fait rêver. Ils se sont imposés à nous démocratiquement, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'on peut considérer comme un pétrin et on va en discuter. En fait, fondamentalement, je suis peut-être d'une trajectoire de gauche, mais avec l'évolution humaine, peut-être que j'ai pu avoir des idées de droite, mais j'aime bien citer les gens de gauche. Et sur cette question de populisme, j'aime bien quelqu'un qui s'appelle Jean Cazeneuve, Bernard Cazeneuve du moins. Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur de la France, ancien Premier ministre, disait du populisme que c'était le dégagisme qui va mourir de son propre poison. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? On a dit il faut dégager l'équipe qui était en place. C'était le dégagisme tous azimuts, il faut qu'il cède de la place. Il y avait un élan, une dynamique qui a fait qu'il fallait dégager une équipe sans même... On a participé à dégager une équipe sans essayer de savoir à la place qu'est-ce qu'on va avoir. On s'est interdit d'interroger un projet politique. On s'est interdit d'interroger la trajectoire des leaders de cette dynamique. On s'est refusé de voir la réalité qui pourtant était évidente devant nous. Cette réalité, c'était quoi? Ce populisme qui mentait, ce populisme qui ne disait pas la vérité, ce populisme démagogique, ce populisme qui prônait la violence, ce populisme qui prônait toutes les antivaleurs de notre société sénégalaise. Nous l'avons accepté, nous avons laissé faire. C'est au Sénégal, avec cette dynamique de populisme, qu'on a insulté les personnalités les plus sacrées de notre pays. Il n'y a pas une autorité religieuse, qu'elle soit musulmane ou d'une autre confession, qui n'ait eu droit à des instabilités au Sénégal et on a laissé faire. Il n'y a pas une autorité politique, quel que soit son rang au Sénégal, qui ait été insulté, traîné dans la boue et qu'on n'ait pas laissé faire. Il n'y a pas eu au Sénégal une personnalité publique qui compte, qui n'ait pas été traîné dans la boue et qui n'ait été sali dans son intimité et dans sa vie privée, on a laissé faire. Et le populisme
Ce dégagisme se nourrissait de cela. Ce dégagisme entretenait une certaine haine. Ce matin, je lisais un article avec beaucoup d'intérêt paru dans le journal Le Quotidien, signé par mon ami Bachir Fofana, qui parlait de hainocratie. On a développé chez le Sénégalais ce qu'il y a de plus exécrable, c'est-à-dire le fait de ne pas accepter ou de ne pas supporter ou de ne pas se faire avec la réussite d'un autre. C'est ça, malheureusement, là où notre pays est arrivé. Et c'est aujourd'hui incarné, prôné par l'élite politique du pays. Et c'est ce que nous vivons tous les jours à notre corps défendant. Il n'y a pas un jour où au Sénégal on observe un acte qu'on peut dire de méchanceté gratuite, un acte d'ostracisme, un acte de règlement de compte ou un acte d'injustice à tout point de vue. Cela doit nous réveiller. Cela doit nous interpeller pour qu'on puisse se dire jusqu'où on va aller, et il faudrait qu'on s'arrête à un moment pour regarder la trajectoire de notre pays et savoir peut-être comment une prochaine fois nous repositionner et comment à l'avenir faire en sorte que le pays ou notre destin ou notre destinée ne tombe pas entre toutes les mains. Nous avons au Sénégal une manie. Chaque fois au lendemain d'une élection pratiquement, au lieu de se mettre à travail, on pense à l'élection suivante. C'est la réalité. En tout cas, au moins cette dernière décennie. Souvenez-vous, en 2019, au lendemain de l'élection présidentielle, au lieu de continuer à faire des projets qui étaient en cours et les développer et les renforcer ou créer de nouveaux projets, le débat politique au pays, c'était quoi? Est-ce que Macky Sall sera candidat en 2024? Dès le lendemain de la proclamation de sa victoire, tout le monde se disait qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Donc pendant 5 ans, on a été nourri, abreuvé par l'idée d'un troisième mandat qui a empesté la vie politique sénégalaise, qui l'a empoisonné, et entre-temps, l'affaire de Sweet Beauté, le jacuzzi de Sweet Beauté nous a posé tous les malheurs du monde de 2021 jusqu'à maintenant. 2024, il y a une élection présidentielle. Dès le lendemain de l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. Au lieu de se mettre au travail, à quoi pense-t-on? Qui sera candidat en 2024? Ce n'est même pas l'opposition qui le dit. Le débat de la candidature maintenant, c'est dans le propre camp des gens qui sont au pouvoir. Dès l'élection de Bassirou Diomaye Faye, les gens disent écoutez, il n'a qu'à faire un seul mandat, après il faudra qu'il laisse la place à un autre. Donc le débat de la présidentielle de 2029 se pose au sein du parti Pastef. Mieux ou plus grave, ils ont même voulu faire une réforme constitutionnelle ou bien un chamboulement de nos institutions pour faire une présidentielle anticipée. On a vu ce qu'on a appelé ce que le triumvirat avait décidé dans notre dos, le complot qu'ils avaient fait pour se dire, écoutez, tu fais 2 ans, tu nous laisses terminer par un jeu de chaises musicales ou un jeu de prestidigisation. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. C'est une expression assez galvaudée, mais il faudrait qu'on s'y arrête. On va, chers amis, chers compatriotes, tout droit dans le mur. On va tout droit dans le mur. Et c'est ce qui me permettra de parler de situation économique. Et malheureusement, les Sénégalais ne nous ont pas écoutés, nous tous, qui avions l'outrecuidance ou bien la langue pendue pour parler avant tout le monde. Souvenez-vous. Bassirou Diomaye Faye est installé le 2 avril 2024. N'est-ce pas? Dans un élan populaire, on a salué la démocratie sénégalaise, le modèle démocratique du Sénégal. Dites-vous bien que tous les signaux étaient au vert. Tous les signaux étaient au vert. Les institutions étaient fortes en place et chacune de ces institutions avait joué son rôle. Ce n'était pas discutable. N'est-ce pas? Le monde a salué l'idéal démocratique sénégalais. Ce n'était pas discutable. Sur le plan économique, qu'est-ce qui s'était passé? Souvenez-vous que le 9 avril, moi je veux être factuel, le 9 avril 2024,
Le premier décaissement fait en faveur du Sénégal était de 324 milliards de francs CFA, qui était la réserve de gestion préparée par le gouvernement de Macky Sall pour la nouvelle équipe dirigeante. C'était des fonds de la Banque africaine de développement. Si vous avez oublié cela, faites la moindre recherche sur Internet, vous retrouverez cela. 324 milliards pour démarrer la gestion. Eux-mêmes avaient fait, revenez à leur première déclaration, Ousmane Sonko, le ministre des Finances et le président Bassirou Diomaye Faye, disaient qu'ils étaient agréablement surpris de trouver quand il y avait des ressources au niveau de l'État. Ils n'avaient pas déploré un problème financier quelconque au niveau du pays. Souvenez-vous bien de cela. J'ai parlé de 9 avril 2024. N'est-ce pas? Le Sénégal était sur un programme avec le Fonds monétaire international qui avait une enveloppe de 1200 milliards et on devait recevoir 400 milliards au mois de juillet 2024, j'ai dit. Donc 2 ou 3 mois après cette échéance. Je parle fait que vous pouvez vérifier vous tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le FMI qui était venu à l'installation du président Bassirou Diomaye Faye a fait une mission en avril qui a été bien saluée et qu'on avait dit que tout était au point et qu'on allait continuer le programme du FMI. Et qu'on allait même continuer le PSE. C'était ça les faits. 2 mois après, le FMI revient en revue. Le FMI devait venir en revue le 5 juin 2024. Il s'est trouvé que le 4 juin, les 4 et 5 juin 2024, le gouvernement du Sénégal a lancé un eurobond de 750 millions d'euros qu'ils ont donné à la banque JP Morgan. Vous êtes témoin. Le FMI qui devait venir le 5 a considéré que, n'étant pas informé ou associé à cette opération, a préféré attendre la fin de cette opération pour venir au Sénégal. C'est comme ça que le FMI est venu au Sénégal le 6 juin 2024. Donc après qu'on ait fini cette opération d'eurobond. Émile Gemaël, qui est chef de mission, a fait une conférence de presse le 16 juin 2024 à Dakar. Et je parle sous le contrôle des journalistes qui sont là. En l'occurrence, un patron de presse bien réputé, Mahmoud Ibrahim, qui ne me laissera pas mentir. Émile Gemaël, qu'est-ce qu'il a dit? Le Sénégal n'a pas besoin de 750 millions d'euros, en l'occurrence 450 milliards de francs CFA, parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'était dit ou pas? Oui, c'était dit. Donc, vous empruntez de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de reprofiler la dette que vous avez trouvée ici, pour pouvoir souffler. Et le FMI disait autre chose. Nous ne savons pas ce qui vous a poussé à emprunter. Nous ne savons pas dans quelles conditions vous avez choisi JP Morgan, la banque intermédiaire. Nous ne savons pas à quel taux vous vous êtes endetté. Nous ne savons pas combien vous avez payé aux agences et intermédiaires et commissions. Ce qui veut dire opacité totale. Expliquez-vous sur ça. C'est ce que le FMI a dit publiquement, en toute transparence. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui avaient dit, il y a un problème. Si vous ne réglez pas cette question du FMI, vous ne la clarifiez pas maintenant, on risque d'avoir des problèmes dans la gouvernance à venir. C'est ce qui est arrivé. Les réponses demandées par les FMI n'ont pas été données. Première conséquence, les 450 milliards que les FMI devaient donner au mois de juillet, ils ne l'ont pas donné. On nous a laissé nous coltiner avec cet endettement-là. Le FMI est revenu au mois de septembre pour exiger la même chose. On n'a jamais donné une réponse à cet emprunt. Mieux encore, quand le FMI n'a pas donné les 450 milliards, on a repris la même JP Morgan pour lui demander encore de lever un autre eurobond dans les mêmes conditions pour pallier le manque de l'argent que devait verser le FMI. C'est les faits. C'est les faits. Donc, entre le mois de juin et le mois de septembre, le Sénégal a emprunté 850 milliards en eurobonds à l'insu du FMI. Voilà la réalité des choses. Et plus grave, qu'est-ce qu'on a sorti au mois de septembre? Il faut bien aussi que les choses soient très claires. Au mois de septembre 2024, précisément le 16 septembre 2024, c'est le président Bassirou Diomaye Faye. Parce qu'on parle de dette cachée là. On met toujours Ousmane Sonko en avant. Mais ce n'est pas le premier qui est parlé de ça. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a déclaré pour la première fois qu'il y a une dette cachée. Et après, le gouvernement a embrayé sur ça. Il l'a dit le 16 septembre et il l'a répété le 31 décembre 2024. Voilà les faits. Ensuite,
le Premier ministre a entonné cette chanson d'être caché, on a demandé à une mission de la Cour des comptes de se pencher sur ça. Avant de le faire, ils ont pris un cabinet privé. Non, enfin, ils n'avaient pas encore pris un cabinet privé, ils ont fait un rapport sur l'état d'exécution, parce qu'en fait, la loi permet et autorise que le nouveau gouvernement, dans les 3 premiers mois, doit faire un rapport sur la situation économique et financière du pays. Ce rapport a été fait par l'équipe en place, c'est-à-dire la nouvelle équipe, et ce rapport prétendait ou affirmait ou souligner une dette qui n'était pas comptabilisée, qu'on appelait une dette cachée. D'abord, il faut dire que ce rapport devait être publié dans les 3 premiers mois. Le gouvernement qui s'installe en avril devrait donc déposer ce rapport-là 3 mois après, et ce rapport, le Cour des comptes avait 1 mois pour le valider. C'est ça le texte. C'est au mois de septembre qu'ils ont publié ce rapport-là. Donc 6 mois après. La Cour des comptes devait l'examiner 1 mois après. La Cour des comptes n'a pu se prononcer qu'au mois de décembre et le rapport a été publié au mois de janvier 2025. C'est ça les faits. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette opération-là? Peut-être que je suis un peu long, mais c'est utile aussi de clarifier les choses. La Cour des comptes, tous les rapports de la Cour des comptes sont toujours systématiquement, excusez de la redondance, adoptés en séance plénière. C'est ce seul rapport qui est le plus important dans la gouvernance d'un État qui n'a pas été adopté en séance plénière. Il n'y a qu'une seule chambre qui l'a adopté. Et pourtant, la Cour des comptes avait demandé à ce que ce rapport passe en plénière, on l'a refusé. Je l'ai souligné. J'ai fait un article pour dénoncer ce fait-là, que ça n'a pas été adopté en séance plénière, comme on le fait avec tous les rapports de la Cour des comptes. Et j'ai trouvé cette curiosité-là. Mieux encore, le rapporteur a été nommé directeur général du budget 3 mois après. C'est vous dire simplement que si les procédures n'avaient pas été respectées, qu'à cela ne tienne. Mais pourquoi je parle de cette affaire-là, c'est qu'est-ce que ça nous a amené? Ça a renforcé nos problèmes avec le FMI, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver un accord avec le FMI. Et on ne le trouvera pas tant que cette politique-là continue, et c'est ce qui va nous mener tout droit au mur. J'ai parlé d'endettement. Entre-temps, comment faire pour financer le budget de l'État? C'était recourir au marché de l'UEMOA. Figurez-vous qu'en 2025, c'est les chiffres du ministère des Finances. Le Sénégal a pris 3 600 milliards sur le marché sous-régional de l'UEMOA pour financer son budget. C'est quoi? Certes, c'est un financement qui n'est pas en devise étrangère, c'est en devise locale. Mais quel est le taux d'intérêt avec lequel on a pris? On a pris à des taux à 2 chiffres, parce que vous prenez un endettement à 8,75%, vous y ajoutez les commissions, les intermédiations, les agences et les assurances, vous êtes à 10% au moins. Jamais le Sénégal n'a emprunté à un tel taux, même sur le marché sous-régional. Plus grave, à quelle durée d'endettement on a souscrit? Les dettes de 2024 ont été prises pour la plupart sur 1 an, 2 ans. Les dettes de 2025 sont prises sur 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que c'est dettes à court terme. Il y a un embouteillage dans l'endettement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, comme vous l'avez suivi, a appelé les banques pour leur dire qu'on ne peut plus payer les dettes avant le 31 décembre, les dettes qu'on doit aux banques locales. Autre stratégie, on lève un endettement pour dire quoi? On devait vous payer, on ne peut pas vous payer, maintenant on vous le transforme en titre, c'est la titrisation. Quand vous entendez que le Sénégal a levé la semaine dernière 450 milliards, ce n'est pas de l'argent robet, c'est un jeu d'écriture. Vous devez à la Société Générale 100 milliards, que vous devez payer le 31 décembre, vous ne pouvez pas payer, vous dites à la Société Générale, ces 100 milliards-là, je devais vous les payer, c'était autour de 6%, maintenant je lance des obligations. Vous souscrivez pour 100 milliards avec un taux de 10% ou de 8% sur l'année prochaine. Et comme ça, ça fait les équilibres économiques. C'est ce qui fait que les banques peuvent avoir des équilibres comptables. Je parle, il y a des économistes dans la salle et des financiers qui savent bien ce que je parle. Je ne veux pas raconter des histoires. Ils seront là pour me démentir. Ils vont savoir que les écritures sont conformes, mais les banques n'ont pas de liquidité, il n'y a pas de cash au Sénégal. Et là où encore c'est plus grave, et pourquoi je vous dis qu'on va tout droit dans le mur?
on va difficilement arriver à boucler cette fin d'année, mais le premier trimestre 2026, nous avons rendez-vous à des échéances les plus difficiles de l'histoire financière du Sénégal. Entre le 13 mars et le 30 avril, nous devons payer sur l'encours de la dette 800 milliards de francs CFA que nous ne pouvons pas payer, sans compter les encours de la dette au niveau de l'espace UEMOA et sans compter les dépenses de fonctionnement de l'État du Sénégal. On n'a pas un budget pour ça. On n'a pas les recettes pour ça. Et vous avez bien remarqué que le gouvernement qui se gargarisait de recettes intérieures n'en parle plus. Parce que les recettes intérieures n'existent plus. Quand vous avez tué la poule aux œufs d'or, quand vous avez trop fiscalisé les entreprises au point que les entreprises ne peuvent plus payer, vous n'avez plus de recettes. Vous pouvez faire des ordres de recettes, mais que vous ne trouverez rien à saisir, ou bien rien dans les banques, ou bien aucun contribuable ne pourra payer. Comme on disait, trop d'impôts tue l'impôt. C'est là où nous en sommes aujourd'hui dans la situation politique du Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal artificiellement est maintenu en vie. Et ça, c'est parce que il y a des pays qui ont une considération diplomatique avec le Sénégal pour maintenir ce Sénégal-là en vie. Et c'est justement l'un de ces premiers pays, c'est la France. Aujourd'hui, le Sénégal est en défaut de paiement de 2 milliards d'euros sur le trésor public français. Personne n'en parle parce que la France n'exécute pas cette garantie souveraine pour des considérations diplomatiques et politiques et géostratégiques. C'est cette France-là qu'on insulte tout le temps. Je ne suis pas là pour être l'avocat de la France, mais c'est des faits. Mon pays me concerne. On a 2 milliards d'arriérés d'impayés sur la France, que la France peut exécuter du jour au lendemain. Mais ça a une conséquence politique pour la France. Pourquoi la France hésite à le faire? Il y a les considérations diplomatiques, mais il y a les considérations politiques intérieures en France. Si la France exécute la garantie souveraine, selon les accords, le trésor français se substitue au Sénégal qui est défaillant. D'abord, on va dire que le Sénégal est défaillant, plus personne ne va prêter au Sénégal. La BPI exécute ses garanties souveraines, la Société Générale ou les autres financements sur le TER, sur le BRT, sur Air Sénégal, tout va fermer, c'est clair, si on exécute la garantie souveraine, mais tous les autres investisseurs internationaux ne vont plus investir au Sénégal ou bien vont même faire valoir leur garantie souveraine. Mais la garantie souveraine de la France, la France se substituerait au Sénégal. Aujourd'hui, l'équipe de Macron ne peut pas se permettre de dire aux Français, je paye 2 milliards d'euros à la place du Sénégal, eux qui ont un problème de boucler des budgets pour un déficit de 20 milliards d'euros ne peuvent pas le faire. Donc ça cause un problème de politique intérieure en France. Ça peut justifier aussi peut-être l'expectative ou l'attente de la France sur ce chapitre-là. C'est vous dire que nous tous, nous vivons une situation économique difficile dans notre pays. Ce n'est pas à vous qu'on va la prendre. Vous savez que vous avez vos familles là-bas que vous portez à bout de bras. Vous savez comment vivent les familles maintenant là-bas et comment la pression devient plus forte chez vous, les émigrés. On ne vous apprend rien, nous le vivons tous. Mais cette situation économique et sociale, elle est difficile, mais elle sera encore plus difficile. Et ça a la conséquence politique de cela. C'est là où il faut faire attention. Vous savez, la stabilité politique, ce n'est pas seulement la démocratie, ce n'est pas seulement le respect des droits de l'homme. Quand les gens n'auront plus à manger, quand les gens n'auront plus leur salaire, il peut y avoir ce qu'on appelle les émeutes de la faim ou les émeutes de l'électricité. On l'a déjà vécu au Sénégal et dans d'autres pays. C'est là où il faut avoir un gouvernement fort et là où il faut avoir un peuple qui a des ressources de résilience, mais aussi qui a une perspective. Et je veux vous amener à quoi? À être conscient des risques aujourd'hui que vit notre pays. Notre pays vit des risques de violation démocratique, de violation des droits humains, d'injustice et de dysfonctionnement dans l'appareil judiciaire et dans le traitement judiciaire, mais aussi on vit des risques sur le plan économique et financier. Et ces risques seront encore plus grands qu'aujourd'hui, plus jamais l'environnement, ou plus que jamais, l'environnement des affaires s'est dégradé. Un investisseur qui va dans un pays, ce qu'il demande c'est, est-ce que si j'ai un contentieux dans ce pays-là, je peux avoir un traitement judiciaire équilibré et équitable. Ce qui n'est aujourd'hui malheureusement pas le cas au Sénégal. Tout le monde peut en convenir.
quel est l'investisseur qui va aller dans un pays comme ça? Aucun. Donc, au Sénégal, les investisseurs nous tournent le dos. On n'a plus de ressources ni au niveau national ni au niveau international. Carburant, et un pays a besoin de carburant, c'est les recettes, c'est les ressources pour fonctionner et pour marcher. Mais ça ne va pas, ça risque de pas seulement se limiter au Sénégal. Ça risque d'avoir une crise systémique du moins sur le système bancaire du Sénégal. Mais aussi ça peut avoir des incidences sur, je vois Dr Diop acquiescer de la tête, il sait mieux que moi ce dont je parle, et il va revenir sur ces questions-là. Mais je veux, à titre d'introduction, attirer votre attention sur la gravité de la situation et sur l'importance pour nous tous d'en être conscients et de nous préparer aussi à dire et à faire comprendre, parce que on a mis en place une équipe démocratique, il faut bien aussi qu'ils entendent notre voix et qu'on les remette sur ce qu'on appelle le droit chemin, c'est-à-dire sur le chemin de la vie et de la gouvernance publique et démocratique. C'est dire simplement que les enjeux sont importants. Ils sont de divers ordres. Le Sénégal, comme je l'ai dit, est à la croisée des chemins. Ça nous interpelle, nous tous, et notre responsabilité à nous tous d'en être conscients. Je pense que c'est un problème diagnostiqué, on peut lui trouver une solution. Même si d'aucuns n'avaient pas diagnostiqué, avaient trouvé des solutions qu'ils ont oubliées depuis qu'ils sont en place. Tu vois, ben, vous riez, mais il n'y avait pas un livre solution. Qui en parle aujourd'hui maintenant? Qui en parle aujourd'hui maintenant? C'est justement ça le propre des démagogues. On nous vend du vent, mais à la réalité, à l'épreuve, parce que le problème du populisme et des démagogues, c'est toujours ça. Quand ils arrivent au pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on peut les mesurer et qu'on peut les tester. Et c'est à ce moment-là qu'on connaît leurs limites. On est en France ici. Souvenez-vous, les premières mairies gagnées par le Front National du temps de Jean-Marie Le Pen. Les mairies de Valenciennes et autres. C'était des échecs cuisants. Et ils avaient vendu tout. Je ne dis pas que, peut-être entre-temps, ils se sont bonifiés, ils ont trouvé des cadres, etc. Peut-être que si les Français leur donnent le pouvoir, peut-être que ce sera différent. Mais le populisme, toujours, se casse le dent à l'épreuve de la gouvernance. Parce qu'ils ont trop promis ce qu'ils ne pourront pas satisfaire, parce qu'ils n'auront pas les compétences. Et j'en reviens à mon introduction avec la réflexion de Cazeneuve. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas la technicité. Et ils ont trop promis qu'ils ne pourront pas satisfaire. Et c'est ce peuple qui a cru en eux, qui a misé sur eux, qui va se retourner contre eux. C'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Qui c'est qui avait élu ces gens-là? C'était les marchands ambulants. N'est-ce pas? Quels sont les premiers adversaires? C'est les marchands ambulants. C'est les taximans. C'est les jakartamans. C'est les ouvriers qui étaient dans le bâtiment. C'est les étudiants. C'est eux avec qui ils ont les problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, pourquoi ils se sont attaqués à ces secteurs-là? C'est toujours le propre du populisme. Le populisme, celui qui l'a porté au pouvoir sera son premier adversaire. Parce qu'il connaît la capacité de nuisance de celui qui l'a porté au pouvoir, la capacité de mettre à la place un autre. Et il va falloir qu'il le supprime. C'est avec ces secteurs d'activité, mais c'est aussi avec les médias. C'est justement avec les médias. Ces gens-là, c'est les médias qui les ont portés au pouvoir. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, leur premier adversaire, c'était les médias sénégalais. Ils ont cherché à les fermer, à légiférer de façon injuste, en parlant de liste de médias valables et non valables. Ils ont bloqué le fonds d'aide à la presse. Ils ont refusé de payer les contrats publicitaires. Ils ont fait de l'ostracisme à l'endroit des médias qui les avaient portés au pouvoir. Plus grave, ils ont intimidé les médias par un emprisonnement tous azimuts. C'est pourquoi je salue, c'est l'occasion pour moi de saluer la ténacité et le courage des journalistes sénégalais et des hommes de médias, des hommes et femmes des médias, qui ont payé durement leur engagement et leur courage. Je parle des Badara Gadega, je parle des Abdounger, je parle des Bachir Fofana, je parle de toutes ces femmes et tous ces hommes des médias qui ont eu à en pâtir parce que le régime ne veut pas qu'on parle de la réalité du pays. Et c'est justement cela
qui est le propre, encore une fois, de ces gens qui sont arrivés au pouvoir et qui aujourd'hui veulent nous mener en bateau. Fatou, vous avez raison. Vous avez dit qu'il y a une dictature qui s'installe, elle s'installe. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Ce qui se passe au Sénégal est de la dictature. La dictature, c'est quoi? C'est refuser d'être critiqué. Refuser aux citoyens le droit de dire que ça ne marche pas. Et menacer de la prison ou emprisonner quiconque dit le contraire. C'est le Premier ministre qui a dit, sur la question de la dette dont on parlait, que celui qui dit qu'une dette cachée n'existe pas doit aller en prison. Donc celui qui ne pense pas comme moi, ou bien qui ne dit pas la même chose que moi, doit aller en prison. C'est pas de la dictature, ça. C'est pas de la dictature, ça. C'est ce Premier ministre qui vient nous dire il nous faut qu'on ait des magistrats, des juges du projet pour faire ce que nous voulons faire. Où est-ce qu'on a entendu des juges du projet, des juges contre le projet? C'est au Sénégal pour la première fois qu'on a entendu dire ça. C'est au Sénégal où on entend un Premier ministre, je parle sous le contrôle de mon ami El Daniel Sow, ça ne se dira jamais en France, qu'un Premier ministre dise que si moi je dis au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice d'arrêter personne, il va le faire. Voilà. Je n'invente rien. C'est au Sénégal qu'on entend dire ça. Des énormités ou des grossièretés de la sorte. Ce n'est pas de la dictature, ça. Est-ce qu'on va accepter de vivre dans la dictature? Je ne pense pas. Nous avons payé un lourd prix pour les évolutions démocratiques de ce pays. Nous ne l'accepterons pas. Et mieux, il y a deux catégories de citoyens, ou ce qu'on appelle les patriotes. Les patriotes, ce ne sont pas vous qui travaillez durement et qui aimez votre pays. Les patriotes, c'est ceux qui ont été les insurgés de Sweet Beauté, qui entre 2021 et 2024 ont cassé des écoles, ont cassé des hôpitaux, ont cassé des tribunaux, ont cassé des commissaires de police, ont insulté les gens, ont cassé des bus et ont cassé des centrales électriques. C'est ces gens-là qui sont des héros. C'est les héros de Sweet Beauté. C'est ces gens-là à qui on donne des fonds publics pour les indemniser. Voilà, une belle formule. C'est vous dire, voilà à quoi est réduit notre pays. On est en train de promouvoir ce qu'il y a de plus exécrable. Comment récompenser celui qui casse le bien public et qui le détruit? On prend nos fonds publics pour le récompenser, de récompense qu'on leur donne. Non seulement on a fait des décrets pour certains d'entre eux qui ont revendiqué publiquement avoir brûlé une centrale électrique, avoir tué ou avoir fait ceci ou cela, on les a récompensés, mais aujourd'hui on leur donne de l'argent chopette, nos fonds publics. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jusqu'à ce que le ministre de la Femme dit que nous avons pris l'argent pour les aides, pour les bourses familiales pour donner à ces gens-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc voilà la situation que nous vivons au Sénégal. Et ils sont gagnés par ce qu'on appelle l'arrogance du pouvoir. C'est l'arrogance du pouvoir qui dit quoi? C'est ce qu'on appelle l'outrecuidance du nouveau riche, le parvenu. Quand un ministre dit Abbas Bouleke 5 milliards montagne, c'est nous insulter nous tous. Et nous vivons ça au Sénégal. L'outrecuidance ou l'arrogance du nouveau riche, c'est qu'un Premier ministre balade à travers le monde en jet privé. Ça n'a jamais existé au Sénégal. On nous parlait d'économie budgétaire. Mais regardez le budget de l'État du Sénégal, la masse salariale de la fonction a augmenté. À chaque mois, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, on a augmenté 3 milliards de masse salariale à payer à qui? À des gens qui n'avaient ni la qualification, ni le titre, on leur donnait des avantages. Au Sénégal, on a vu pour la première fois un Premier ministre avoir des fonds politiques équivalents aux fonds politiques du président de la République. Parce qu'on a deux présidents. Voilà la réalité du pays. Personne ne le conteste. Le Premier ministre a un fonds politique de 9 milliards. Quand vous regardez le budget, vous n'allez pas voir fonds politique du Premier ministre 9 milliards. Vous ne verrez pas fonds politique du président de la République 11 milliards. Vous ne verrez pas fonds politique du président de l'Assemblée nationale 5 milliards. C'est ce qu'on appelle les dépenses de transfert. C'est comme ça. Donc ils vont dire, oui, qui va me montrer qu'il y a des fonds publics dans le budget? Mais oui, vous ne le trouverez pas, mais c'est les dépenses de transfert. Voilà. Et ces montants sont là-bas. Et ils sont tellement njublan qu'ils ont rompu avec une pratique de transparence qui était en cours au ministère des Finances. C'était quoi? Au ministère des Finances depuis toujours, quand on allait sur le marché financier,
on faisait un communiqué pour dire que nous sommes allés sur le marché financier. Nous avons cherché ça, voilà ce que nous avons obtenu, voilà les taux réels. Et les taux de commission, c'était systématique. On ne le fait plus. On ne fait plus quoi? Rapport d'exécution trimestrielle du budget de l'État. On ne l'a pas publié jusqu'au mois de septembre 2024. On ne le publie pas. Il a fallu peut-être une langue pendue comme la mienne dénonce cela pour qu'on puisse nous sortir un rapport d'exécution budgétaire du dernier trimestre de 2024, mais un rapport opaque parce qu'on n'a pas mis dans le rapport les dépenses par ministère. Et c'est parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'avais souligné qu'il y avait 8 milliards pris par le Premier ministre sur des fonds politiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté de le faire. C'est vous dire simplement qu'ils font tout le contraire de ce qu'ils avaient prêché. Je commence à être trop long. Il faut que je m'arrête parce qu'on aura l'occasion de débattre et aussi on a beaucoup attendu. Mais je n'ai pas voulu vraiment rester sur le canevas parce qu'il n'y avait plus de canevas d'ailleurs. Hein. Vous m'aviez donné un thème. Aujourd'hui, vous m'avez dit que ça a changé, etc. Alors, donc, finalement, je parle comme je veux. Merci. Vous avez le droit. Voilà. Encore une fois, je vous remercie. À mon engagement, je pense que je vais faire un discours de rupture. Je ne vais même pas parler de discours. J'ai plutôt échangé avec l'auditoire. Je pense que le doyen Madiambal avait donné le tempo en sortant complètement du thème. En fait, lorsqu'il parle de sortir du thème, ça veut dire éviter de vous sortir un discours académique. Je ne suis pas en face d'étudiants, mais je suis en face des Sénégalais. Je pense que, s'il vous plaît, derrière, est-ce que vous pouvez juste nous prêter votre attention, juste pendant quelques minutes? Parce que nous sommes là, certes, table de refedna, mais c'est le Sénégal qui nous écoute et qui nous regarde. La diaspora sénégalaise a toujours joué un rôle très important dans la vie socio-économique du pays. J'avais l'habitude de dire, il faut qu'on évite de considérer notre diaspora comme une entité à vocation économique. Nous ne pouvons pas. Quand le Sénégal s'enrhume, ou quand le Sénégal tousse, c'est sa diaspora qui s'enrhume. À chaque fois qu'il y a des problèmes au Sénégal, c'est nous qui en pâtissons. À un moment donné, pour certains d'entre nous, nous refusons même d'ouvrir nos téléphones, tellement que la sollicitation est à un niveau incommensurable. Est-ce que c'était le but de notre présence ici? Nous parlons de front de résistance. Ça doit nous interpeller. La situation actuelle du Sénégal doit nous interpeller. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Je me refuse de vous sortir un discours académique. Je me refuse de rentrer dans des considérations, disons, intellectuelles. Parce que les différents interlocuteurs qui m'ont précédé en ont déjà parlé. Les gens qui sont le plus écoutés au Sénégal, ce sont les gens qui sont les moins diplômés. Et c'est l'occasion de rendre hommage à Abdou Nguer, un Badara Gadiaga à qui on a reproché de ne pas avoir le BFM et qui a su tenir en haleine toute une population. Un Abdou Nguer qui parle, c'est tout le Sénégal qui retient son souffle parce qu'il nous sort un discours que nous avons envie d'entendre. Et c'est ce même discours que nous devons sortir d'ici aujourd'hui. Doyen, je vous remercie. Vous avez parlé de la situation socio-économique, ce que j'aurais dû faire. Vous avez évoqué l'histoire même des eurobonds. J'ai fait 2 précisions par rapport à cela. Le premier eurobond, il a été fait dans un cadre public, privé plutôt. C'est-à-dire, c'est un appel d'offres pour lequel on sélectionne les gens qui vont solutionner pour cet eurobond. Raison pour laquelle il n'y a pas eu la communication. C'est quand il y a eu le débat autour de cela que le ministère a bien voulu sortir son communiqué pour essayer de se justifier. Au-delà, c'est juste quelques précisions pour vous montrer le niveau, disons,
je ne parlais pas du niveau d'endettement, c'est-à-dire la situation catastrophique, dramatique dans laquelle le Sénégal se trouve aujourd'hui. Le second eurobond, on parle de second eurobond, mais qui a été souscrit entièrement par JP Morgan. Entièrement. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui à la merci de JP Morgan, qui peut en faire ce qu'il veut. Et nous ne connaissons pas quels sont les détails qui sont derrière cette soumission, disons, à sens unique. Le Sénégal traverse une situation très compliquée, nous le savons tous, et je l'ai dit à l'entente de mes propos. Nous parlons de la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse qui a porté au pouvoir ce nouveau régime, incarné par un jeune, soi-disant, avec 2 femmes, mais bon, telle est la nouvelle jeunesse sénégalaise. Un jeune qui, à peine arrivé au pouvoir, s'est attaqué à cette même jeunesse. Juste avant de venir, j'ai eu quelques compatriotes qui sont à Ajaccio, comme vous le savez. Un jeune Sénégalais a été tué aujourd'hui. À Ajaccio. Tout à fait. Un Sénégalais, il avait 26 ans. Soi-disant, et c'est un étudiant, et je reviendrai sur ces termes, parce que d'habitude, on a pour habitude de coller l'immigration aux gens qui n'ont pas, qui n'ont pas fait les bancs ou autre chose. Mais c'est un Sénégalais, un étudiant de 26 ans qui a été tué aujourd'hui à 11h au centre d'Ajaccio. Soi-disant, on pensait que c'était un crime djihadiste, comme ils ont l'habitude de dire en France. Finalement, ils se sont dit qu'il s'est attaqué aux populations avec un couteau et il a été abattu par la police française. Donc on se croirait aux États-Unis où c'est la police qui tue. En France aussi, c'est pareil. Jusqu'à l'heure où je venais ici, je n'ai pas entendu une autorité sénégalaise faire un communiqué ou parler de cette situation-là. Ça doit nous interpeller. Nous sommes là, certes, pour parler du Sénégal et ces problématiques aussi doivent nous interpeller. Cette jeunesse qui a porté ce pouvoir, ce régime au pouvoir, a été la première oubliée. Et ça, je pense que nous l'avons vu avec l'histoire des étudiants. Nous l'avons vu avec les Jakartamans. Nous l'avons vu avec les gens le secteur informel, le secteur dit informel, parce que je vais être un tout petit peu juriste aussi. Donc le secteur dit informel, et qui n'a rien d'informel, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui pâtissent du comportement de ce gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on nous avait vendu du vent. Au moment où les Sénégalais qui avaient osé, et je pense que Pouy l'a rappelé, et Sarr est bien placé pour en témoigner, je faisais partie des rares candidats à la présidentielle qui dénonçaient le fait que ce que ces gens sont en train de nous dire, c'est du vent. Ils nous ont vendu du vent. À un moment où, effectivement, ils ont su mettre dans la tête des Sénégalais qu'il fallait dégager le régime de Macky Sall. Le dégagisme. Et en pensant que ils vont faire la différence. Mais je les rejoins sur un point. Et là, doyen, au moins sur ce point-là, ils ont raison. Le Premier ministre, pour ne pas citer son nom, parce que je n'aime pas du tout citer son nom lorsque je fais mes interventions, je suis sceptique à cela, donc il avait dit une chose, et que j'ai retenu. Et il a eu raison. Il nous avait promis de changer le Sénégal en 2024. Il avait juré. Billahi, c'est ce qu'il avait dit, le Sénégal devait changer en 2024. Il l'a changé. Mais nous savons dans quel sens il l'a changé. Donc je tenais à le rappeler. Il l'a changé dans le mauvais sens. Le doyen, en faisant le rappel de la situation d'endettement du Sénégal, à votre attention, s'il vous plaît. Non, ça va venir. Essayons de nous concentrer un tout petit peu sur ce que nous disons, parce que c'est important.
parler aujourd'hui de l'endettement du Sénégal. On nous parle de 135% du PIB. Les Sénégalais ne peuvent pas connaître l'impact que ça peut avoir sur notre vie à nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a jamais su, dans une moindre mesure, l'impact que le PIB positif pouvait avoir sur nous. Donc quand on parle d'endettement du Sénégal, les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Et le paradoxe, parce que là, souvent, comme je l'ai dit, en ma qualité d'ingénieur financier, nous avons été formés, traînés pour pouvoir trouver des solutions là où il n'en existe pas. D'ailleurs, vous avez raison, quand vous dites que soit les intellectuels se sont désengagés, ou bien à un moment donné, on pensait que c'est les autres qui allaient régler le problème du Sénégal. Moi, j'avais refusé, et c'est pour cela, c'est la raison de mon engagement politique. Mais ce que je veux inviter les Sénégalais à comprendre, avec ce taux d'endettement, c'est que sur le plan financier, parce que j'aurais pu sortir un discours alarmiste là-dessus, mais ma conscience professionnelle me l'interdit dans la mesure où la situation n'est pas aussi alarmiste que ça, si nous connaissons les leviers sur lesquels nous pouvons mettre le doigt, les leviers sur lesquels nous pouvons appuyer. Le Sénégal est un pays minier, nous le savons tous. Nous savons tous le niveau de détermination des réserves du Sénégal qui sont aussi aujourd'hui estimées à des milliards de barils si on parle du pétrole. Le gaz, je n'en parle même pas. Mais derrière, est-ce que le Sénégal est une puissance minière? Le paradoxe est important. Nous sommes un pays minier, mais nous ne sommes pas encore une puissance minière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens, lorsqu'ils ont voulu porter le message, ils se sont basés sur ça, sur ce discours. Les gens pensaient que, qu'est-ce qu'on nous avait vendu pour nous de la diaspora? Que ça va être l'effet inverse. Que nous allons rentrer au pays et que c'est les gens de l'étranger qui vont essayer de venir au Sénégal pour trouver un emploi ou autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, à un moment donné, ils sont venus s'adresser encore une fois à cette diaspora pour demander à ce que, encore une fois, que la diaspora puisse utiliser ses deniers et venir au secours de son pays. J'interpelle vous, je ne dirais pas membres de la diaspora, mais vous, la diaspora sénégalaise, c'est vous que j'interpelle. Pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois que le Sénégal a voulu être triomphant sur certains niveaux, il a fait appel à sa diaspora. J'en veux pour preuve le football. N'eût été l'implication de la diaspora, le Sénégal n'aurait pas son étoile. Pourquoi est-ce qu'on devrait être en reste pour la politique? C'est pour cela que je salue cette initiative du Front, qui est un signal très important pour le Sénégal et pour la diaspora aussi, de manière générale. Le doyen l'a dit, vous avez réussi quelque chose qui est très difficile aujourd'hui au Sénégal. Ne serait-ce que réunir dans une même salle plusieurs partis politiques, sans pour autant qu'il y ait des déchirements et des casseroles qui s'envolent, je pense que c'est une prouesse. Ça veut dire qu'au-delà de nos obédiences politiques, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Ce que semblent oublier nos actuels dirigeants. Nous avons tous entendu parler des efforts que nous devons fournir, des efforts que nous devons faire pour sortir le Sénégal de cette situation. Des efforts pour lesquels je n'ai pas encore vu dans les réformes ou éventuellement dans les propositions des restrictions qui sont faites sur les coûts budgétaires concernant nos institutions ou concernant le fonctionnement de l'État. L'État continue d'embaucher, il continue à avoir les mêmes privilèges. Le Premier ministre voyage en jet privé et jusqu'à présent, c'est les Sénégalais qui doivent se serrer davantage la ceinture pour pouvoir sortir le pays de cette situation carabineuse. Ça veut dire que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous avons rendez-vous avec les générations à venir. Nous ne devons pas faillir et nous devons être présents. C'est à nous
de relever le défi. Ça ne sera pas à des coups de discours ou éventuellement de concerts ou éventuellement de rencontres que nous finirons par les faire dégager. Nous devons utiliser ce même dégagisme que eux, ils ont utilisé pour faire basculer le pouvoir et changer ceux qui sont ici. Je pense que la situation, encore une fois, du Sénégal, parler de la situation économique équivaut à demander à chaque Sénégalais quel est son ressenti par rapport aux 2 ans de Pastef au pouvoir. Au même moment, la question que je pose très souvent lorsqu'on m'invite dans des rencontres pareilles, c'est que quelqu'un de la salle puisse se lever et me citer ne serait-ce qu'une seule réalisation. Voilà. Une seule réalisation ou, mieux encore, me donner une vision ou une trajectoire qui a été posée par ces gens-là pour nous montrer où est-ce qu'ils veulent aller avec ce Sénégal-là. Hein? Malheureusement, je pense que c'est pas ce qui nous avait vendu. C'est pas ce qui nous avait vendu. Donc du coup, c'est juste pour, lorsque nous parlons de ces choses, encore une fois, ça nous interpelle nous tous. On parle de la jeunesse, on parle de la cherté. Nous savons tous que la vie au Sénégal, la vie est devenue beaucoup plus chère. C'est un euphémisme de le dire, que la vie est devenue plus chère. J'avais dit, lorsqu'ils ont sorti les fameux rapports trimestriels, que nous allons vers l'asphyxie. Je l'avais dit depuis le mois de décembre de l'année dernière, que 2025 va être très compliqué pour les entreprises sénégalaises. Parce qu'il y a une pression fiscale qui ne s'explique pas. Et à force de faire cette pression fiscale, si derrière il y avait une activité économique, là on peut comprendre. Nous savons tous que quand il y a une pression fiscale et que derrière il n'y a pas d'activité économique, c'est ce qu'on appelle le principe du run-off en anglais. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va en s'éteignant. Et c'est ce que les entreprises sénégalaises sont en train de vivre malheureusement. D'adresser quelques mots importants de remerciement. Mais surtout de soutien sincère et fraternel. Mes premiers remerciements vont au front de résistance de la diaspora sénégalaise, dirigée par la bienveillante présidente Madame Fatou Mahine Ndiaye. Que je remercie pour son engagement constant, sa détermination et la qualité de cette initiative citoyenne. Je salue également, très chaleureusement d'ailleurs, l'ensemble des membres du bureau et des sympathisants du FRDS, dont l'engagement quotidien en faveur de la justice et de la démocratie force le respect. Je n'oublie pas leur mouvement affilié, Sen Diasposen, porté avec conviction par mon ami et frère, M. Serigne Sambatal, dont l'engagement au service de la diaspora sénégalaise et de notre terroir commun, je veux dire, la ville de Kaolack, que je partage avec notre sœur Mengue Ndiaye, assise là derrière, mérite vraiment le salut et le respect.
Je voudrais maintenant, si vous permettez, bien évidemment, adresser un soutien sincère et fraternel au doyen Madiambal Diagne. Cher doyen, votre courage, votre parcours et votre constance dans l'épreuve rappellent que dans toutes les sociétés humaines, la liberté d'expression, la dignité humaine avance souvent au prix du courage individuel. Recevez ici et maintenant l'expression de mon respect et de ma solidarité. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Ces mots ne sont pas que protocolaires, chers amis, chers concitoyens. Ils s'expriment avec une profonde conviction. Une démocratie, dirais-je, ne se mesure pas qu'avec les discours et les mots d'ailleurs qu'on a l'habitude d'entendre, mais à la manière dont elle traite, vous l'avez dit tout à l'heure, cher doyen, ceux et celles qui osent, qui écrivent, qui parlent, qui dénoncent et qui questionnent. Ceci étant dit, permettez-moi d'entrer maintenant dans le vif de notre sujet. Parler aujourd'hui de l'embryonio juridique au Sénégal, que je dirais et j'essaierai de définir comme suit. L'embroglio, qui est un mot italien d'origine, arrive juridiquement lorsque le citoyen se situe dans une situation où il n'arrive pas à disséquer, à distinguer la vérité où elle se trouve. Il est dans le flou total. Et je dis donc que ce n'est pas une simple controverse, comme on a l'habitude de constater. C'est interroger aussi notre rapport collectif qu'on a avec le pouvoir et avec la justice. Au sens de la responsabilité, et c'est précisément là que mon regard d'historien du droit et des institutions prend tout son sens. Car l'histoire du droit et des institutions nous enseigne, que ce soit dans les amphithéâtres, que dans les universités, dans les écoles de formation et même dans la vie courante, que l'on ne peut pas avoir de crise dans les États que lorsque naissent soudainement des résultats d'accumulation. Les gens, ils accumulent. Des compromis fragiles. Et parfois, des renoncements qu'on peut appeler silencieux. C'est-à-dire, la personne a quelque chose à reprocher à la justice, mais de par son rang, de par sa situation, la personne préfère laisser les choses se dérouler. Comme on a l'habitude de dire chez nous, Bayena kok Yalla. Yalla Bahna. Pour s'en limiter à ça. Donc, 3 questions fondamentales vont donc structurer mon propos de manière progressive. L'indépendance réelle de la justice, que l'on connaît, pas celle de mon doyen Madiambal Diagne qui disait que l'on ne peut pas permettre à un X de donner l'autorisation à un Y de pouvoir emprisonner comme elle l'entend sans pour autant qu'il y ait quiproquo. Je ne parle pas de cette justice, je parle de la réelle
justice. La loi également portant l'amnistie, on en parlera. Et enfin, la question déterminante de son abrogation, qui constitue un hic pour le régime en place, il faut le dire. Commençons par le premier pilier qui interpelle l'indépendance de la justice. La Constitution sénégalaise, dans les dispositions de l'article 88, proclame très clairement et de façon indubitable que la justice, elle est indépendante au Sénégal. Par ailleurs, pour aller plus loin, dans les dispositions de l'article 91, le pouvoir judiciaire est considéré comme l'unique, le seul garant des droits et des libertés au Sénégal. Je répète, l'article 91 nous indique qu'il est le garant des droits et des libertés au Sénégal. Sur le plan des textes, donc nous n'avons pas de problème particulier à se poser. Tout semble être clair, comme de l'eau de roche. Mais en réalité, sur le terrain, cela ne se passe pas comme souvent on le veut, ou bien on le souhaite. Naturellement, ça pose débat. Mais ici, c'est ici donc que l'histoire du droit a son importance, le rappel. Comme on le dit souvent, même dans le dogme musulman, ça profite aux croyants. C'est important. Nous invite à aller plus loin. Cette indépendance de la justice ne se mesure pas uniquement à des articles constitutionnels. Article 1, article 2, article 3. Non, ça va plus loin. Il faut que ces articles se reflètent par rapport à la confiance qu'elles inspirent les dispositions constitutionnelles au Sénégal. Et c'est précisément à ce niveau que le malaise apparaît très souvent avec les applications juridiques. Quand certains dossiers, il l'a rappelé tout à l'heure, progressent très vite, d'autres ont tendance à être tirés dans les tiroirs, à être rangés dans les tiroirs pendant des années. Et en ce moment, le citoyen simple, lambda, comme on a l'habitude de dire, se pose la question à savoir, le temps de la justice n'est pas pareil pour tous les Sénégalais. Anecdote me vient à l'esprit souvent parce que je discute lors de mes débats avec les gens et une dame m'avait posé une question très simple d'ailleurs et une remarque qui est très pertinente. La justice semble être courageuse, madame, justice de devant fit. Elle s'adresse aux faits. Mais quand elle s'adresse aux hommes, entre guillemets, ou aux femmes puissants, elle devient tout de suite négociatrice. Ou parfois même plus lente. On n'accélère plus, on essaie d'exaccélérer. Ce qui pose problème de droit commun. Qu'elle soit juste ou non cette confidence qu'elle m'avait faite, cette perception est historiquement dangereuse, il faut le dire. Puisque cette justice va devoir après cesser d'obtenir son indépendance en finissant par s'éroder. Ce doute est renforcé par un problème institutionnel bien connu de chez nous, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM qu'on a l'habitude de dire, qui a un rôle historiquement marqué par une forte présence de l'exécutif, ça il faut le reconnaître, et ce ne sera pas M. Mamadou Ibra Kane ici présent qui va me démentir, parce qu'ils sont au cœur du dispositif de communicationnel qui va permettre aux Sénégalais de recevoir et de percevoir cette tension qui existe entre la justice et le citoyen sénégalais. Même une justice, je le rappelle, aussi intègre qu'elle soit, peut perdre de la légitimité, il faut le dire,
si elle apparaît dépendante. Et parfois c'est le cas. Telle une boussole, si la justice trempe, disons-le en passant, ceux qui sont dedans se perdent. Donc on se perd très rapidement. Dès que ça bouge, on se perd. Donc elle a vraiment intérêt pour tous de rester droit face à l'idée. Et c'est important. C'est à partir de ce contexte de défiance que se greffe souvent le deuxième problème majeur, la loi portant amnistie. Cela, si on passe au deuxième point, qui est mal déjà interprété très souvent d'ailleurs au Sénégal, il faut le rappeler, avant même de discuter de son opportunité ou pas, je voudrais préciser ici et maintenant que je suis venu ici pas pour parler d'actualité politique, encore moins de politique. Je suis venu parler du droit. Que du droit. Rien que du droit. Il faut clarifier ce dont nous parlons. Il ne s'agit pas de loi d'amnistie, comme on a l'habitude de dire, mais juridiquement d'une loi portant l'amnistie. Je répète, on ne dit pas loi d'amnistie. Juridiquement, c'est loi portant l'amnistie. Les mots ont leur sens. D'ailleurs, cette précision semble être technique pour certains, mais ô combien fondamentale, je dirais. Puisque l'histoire du droit nous apprend toujours d'ailleurs que toutes les dérives institutionnelles, systémiques, tout ce que l'on veut comme articulation, commencent très souvent par une dérive des mots, des changements de mots. Et à partir de ce changement, ça peut créer le clash. Et l'amnistie n'est pas une loi autonome, on le rappelle très souvent d'ailleurs, les juristes le disent. C'est un effet juridique exceptionnel, décidé par la loi certes, qui efface l'infraction en tant que telle, éteint l'action publique, le ministère de la Justice qui n'arrive plus à intervenir à travers ses parquetiers, c'est-à-dire ceux qui sont au parquet, comme étant les procureurs de la République et autres, empêche toute poursuite judiciaire. Mais il m'arrive souvent de dire et de le répéter dans mes échanges toujours que la loi d'amnistie, comme ils ont l'habitude de dire, entre guillemets, c'est comme si on disait la loi de grâce. Alors que la grâce est un effet. C'est un effet, la grâce. Et non une loi, ni un texte. Donc il est interdit de dire loi d'amnistie. Quand les mots sont mal maîtrisés, hélas, le droit devient flou. Et quand le droit est flou, l'injustice n'est jamais loin. Mais ce flou, il faut le rappeler, n'est pas que théorique. Il produit des effets très concrets d'ailleurs sur la vie des citoyens. C'est le problème qui se pose si on arrive à abroger ou pas. Est-ce que les Sénégalais qui ont été victimes auront la possibilité de se faire dédommager ou pas? Ça pose souvent le problème. Une loi alors portant l'amnistie ne se contente pas d'apaiser les esprits, déjà irrités d'ailleurs au niveau du Sénégal. Il ne se contente pas non plus d'apaiser un climat politique assez tendu, comme on a l'habitude de voir et qu'on est en train de vivre au niveau du Sénégal. Elle impose le silence judiciaire,
ferme la porte au secours et aux recours qui pourront arriver dans le cadre de dossiers procéduraux et empêche l'établissement des responsabilités en tant que tel. Comme on l'a confié un jour, une dame avec qui je discutais, qui me dit, dans le cadre même de ces problèmes des événements de 2021 jusqu'en 2023, qui avait perdu son enfant, qui me disait, moi, au fait, j'ai un problème. Le problème que j'ai, ça me donne mon break la amon, mon break mon la yakaro. Yalla def na ci biir événement bi mom la gaño. Légui man soxlawuma sax kuma indemniser. Vous entendez le parent qui dit ça? Soxlawuma kuma indemniser. Mais je veux juste savoir ce qui s'est réellement passé. Je veux comprendre. Et c'est ça le problème de son abrogation ou pas. L'amnistie peut empêcher alors cette compréhension minimaliste, comme disait l'autre. C'est à ce moment précis que la question de son abrogation devient inévitable. Je pèse bien mon mot. Inévitable pour régler les problèmes des Sénégalais, surtout des victimes. Parlons donc clairement de cette abrogation. À chaque fois que le mot est prononcé, il faut le rappeler, deux peurs peuvent animer les personnes qui les entendent, à savoir la peur de raviver au fait les esprits, les tensions déjà irritées, et la peur d'ouvrir les dossiers dits sensibles, qui concernent des X ou Y. Je ne veux pas les nommer. Et face à cette situation, on nous amène même vers une interprétation de cette loi portant l'amnistie. Mais l'histoire du droit, hélas, est formelle. Toutes les démocraties solides, je dis bien, ont à un moment donné de leur histoire remis en cause leur loi d'exception. Abroger une loi d'amnistie portant l'amnistie ne signifie pas condamner automatiquement ou systématiquement ceux qui sont les fautifs. Non, ce n'est pas le cas. Régler des comptes avec X ou Y non plus, ce n'est pas la situation. Replonger le pays dans le chaos indescriptible qu'on a connu entre 2021 et 2023 non plus, loin s'en faut. Cela signifie clairement rendre la compétence aux juges, redonner une voix aux victimes et permettre une appréciation au cas par cas. Parce qu'une justice juste ne se règle pas par le global, comme il l'a dit tout à l'heure mon doyen, lorsqu'il parlait de dédommagement pour un groupe ciblé, avec un montant ciblé, qui, jusqu'au moment où je parle, on n'arrive pas à nous justifier même véritablement comment ils ont fait pour pouvoir obtenir cet argent et comment ils ont fait pour redistribuer cet argent. Donc ça pose problème. L'abrogation donc ne peut pas créer la culpabilité, il faut le répéter. Elle restaure la possibilité de justice. Ce débat d'ailleurs, qui est certes théorique, a été réglé après l'adoption de la loi numéro 2024-09 du 13 mars 2024. Nane Sareni ak kii ñi ngi xool affaire yi mais nañ concentré wu nañu wax ak man ba pare ñi ngi xool bagage Sarr organisé wu mën a voté dafay yomb trop ñi ngi xool bagage mais xool leen fii donc ce débat
n'est pas que théorie. À votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Ah oui, mais ça règne vraiment milliard. Le déni total d'une mémoire collective. On doit tous, quelles que soient nos sensibilités politiques, se dresser pour l'arrêter, tout simplement. Pour nous bouger sur nos doigts, sur nos diagbali, surtout sur nos seti. Parce qu'on parlait des femmes, notamment c'est Abdoulaye Wade qui a été le père de la parité. Nous, on doit léguer quelque chose à nos enfants. Mais si nous léguons la parité, nous avons garanti que les valeurs qui sont dans nos sociétés d'une cognac. Valeurs qui sont cognac, calomnier, accuser, insulter. Diaye Dole, Biam Sénégal, ce n'est pas nos valeurs. On ne peut pas l'accepter. On ne l'acceptera pas. Il faut un leadership nouveau, un leadership positif, un leadership audacieux. Parce qu'un leadership audacieux, un leadership, il n'a pas besoin d'accabler des gens, de s'acharner sur des gens pour convaincre et faire porter son message. Donc, nous avons dit parce que vous avez contribué à l'élan de ce nouveau type de leadership sénégalais. Je vous dis au nom du FRDS, bon appétit et encore un grand merci à tous d'être là. Tout à l'heure, je repasserai, mais là, je ne parlerai peut-être pas pour le FRDS. Je vais laisser la parole à une femme. Je vais lui laisser le micro et j'aimerais qu'on l'écoute attentivement, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers membres de la FRDS, la liberté d'expression n'est pas un luxe ni une option. C'est le cœur même de la démocratie. Elle se juge au moment où le pouvoir s'exerce et aujourd'hui, ce jugement est sévère. Le nouveau gouvernement était porteur d'espoir pour certains. Il promettait la rupture, la transparence, la justice, la protection des libertés. Mais ce pouvoir déjà montre des signes inquiétants. Des journalistes sont convoqués et poursuivis pour leur travail. Des médias sont suspendus ou intimidés. Des citoyens sont inquiétés pour avoir exprimé leurs opinions. On invoque l'ordre, la responsabilité, la stabilité. Mais derrière ces mots, il y a la peur de la critique. Et quand un gouvernement craint autant la parole libre, ce n'est plus de la gouvernance, c'est une dérive autoritaire. La jeunesse qui a cru au miracle observe. Elle constate que la liberté promise devient conditionnelle, que manifester devient risqué, que critiquer devient un acte dangereux. Nous le disons clairement, le journalisme n'est pas une hostilité, la critique n'est pas une trahison et la liberté d'expression ne doit jamais être suspendue ou surveillée. Nous, membres de la FRDS, refusons que la culture annoncée se transforme en continuité répressive. Nous refusons que la peur change simplement de visage. Nous refusons que la jeunesse et la presse deviennent des cibles pour sécuriser le pouvoir. La liberté d'expression est une ligne rouge. Franchir cette ligne, c'est trahir l'espoir et la confiance du peuple. Et nous ne laisserons pas cette ligne être effacée. Nous resterons vigilants. Nous continuerons à parler. Parce que se taire aujourd'hui, c'est abandonner la démocratie demain. Et à vous, membres de la FRDS, restez unis, restez courageux et portez haut la voix de notre diaspora. Votre engagement est essentiel pour le Sénégal que nous voulons. Je vous remercie. Sabah,
Et je retiens qu'il s'appelle Fallou, Serigne Fallou. Serigne Fallou moo waxoon maay Sénégal. Ce n'est pas un hasard si nous lui avons donné la parole ce soir pour qu'il nous parle de la situation durement vécue par les populations sénégalaises. Je retiens aussi de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum une pensée très profonde consistant à dire donne sa baay moo gën donne sa baay. Et je crois que la diaspora, à travers ce propos sensé d'Al Maktoum, nous donne la preuve que vous de la diaspora, vous, Sénégalais, établis à l'étranger, vous avez retenu la leçon. Vous êtes dignes de nos pères fondateurs. Vous êtes dignes de nos pères fondateurs pour la bonne et simple raison que chacune et chacun de vous aurait pu se dire, j'ai mon travail, j'ai ma situation, j'ai ma famille, je me concentre sur mes activités et se détourner de ce qui se passe aujourd'hui comme difficulté au Sénégal. Cela veut dire que la diaspora a compris que la révolution, la vraie, je parle de la vraie révolution, elle partira de la diaspora, elle s'étendra sur l'ensemble du Sénégal. Non pas que la diaspora soit, comme dirait l'autre, un mythe qui consiste à penser qu'elle peut tout faire ou qu'elle sait tout faire. Mais je veux dire par là, simplement, la diaspora, elle est sénégalaise. C'est pour ça que vous avez bien dit, la diaspora sénégalaise. Donc, rien de ce qui est sénégalais ne saurait vous être étranger. Je suis convaincu que la prise de conscience que je perçois dans cette salle, à travers vous, femmes et hommes de la diaspora sénégalaise, ce n'est qu'un échantillon qui est ici, réuni. Mais je suis convaincu que c'est un échantillon représentatif du ressenti profond de la diaspora sénégalaise. Représentatif du ressenti profond des Sénégalaises et des Sénégalais. On n'a pas besoin aujourd'hui qu'on nous fasse un dessin pour comprendre tout simplement que l'espoir a cédé la place au désespoir. La confiance
que nous avions placé dans ce nouveau pouvoir, alors qu'il n'a même pas encore célébré son 2e anniversaire, cette confiance s'est effritée. Elle a fondu comme beurre au soleil. Mao disait tout à l'heure, j'ai vu les Amazones, les Lingers du FRDS qui étaient là. Mao disait à propos des femmes chinoises, elles ne se poudrent pas la face, mais elles font face à la poudre. J'ai envie de le paraphraser pour dire que les femmes de la diaspora ne se voilent pas la face, elles font face au voile. Et le voile, c'est quoi? Le voile, c'est la situation économique, financière et sociale extrêmement compliquée que nous vivons actuellement au Sénégal. Le voile, la vérité sort de la bouche des enfants. Serigne Fallou l'a dit tout à l'heure. Le voile, c'est le piétinement des libertés. La liberté d'expression, la liberté de la presse. Le voile, ce sont ces paysans, ces pasteurs, ces éleveurs qui ne savent plus à quel pouvoir se fier, parce que tout simplement, ils sont déçus. Le voile, ce sont les entreprises qui périclitent. Ce sont les entreprises qui sont asphyxiées par des taxes, par une dette qui n'est toujours pas payée. Le voile, c'est la hainocratie, comme disait tout à l'heure mon grand frère Madiambal, qui reprenait un autre jeune frère, Bachir Fofana. Cette haine que le pouvoir actuel, bien avant d'ailleurs, la prise du pouvoir, a installé comme poison au sein de la société sénégalaise. Aujourd'hui, cette haine, elle est dans les familles, entre le mari et la femme, entre le père ou la mère et l'enfant. Elle est entre les voisins. Elle est entre les collègues de bureau. Elle est répandue comme un poison donc mortel à travers tout le Sénégal. Il ne faut pas que nous fassions la politique un peu de l'autruche en disant, en piquant la tête dans le sable pour dire nous n'avons rien vu. Ayons donc le courage, et je suis rassuré de voir que la diaspora a ce courage de regarder la terrible réalité qui est en face de nous. Quand, et paix à leur âme, quand des Sénégalais, parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord en politique, se détestent, s'entretuent. Ma pensée va vers ce jeune Sénégalais du nom de Baba Abdoulaye Diop, qui est décédé il y a quelques jours, mais qui montre là ce drame, cette tragédie nationale, qui montre tout simplement, sans accuser personne de manière irresponsable, mais en osant pointer le doigt, qui montre que beaucoup de jeunes Sénégalais ont perdu la vie à cause de cette haine. Ont été envoyés comme chair à canon dans les rues
parce que victimes d'une certaine naïveté. Mais je dirais même, ce n'est même pas de la naïveté. Ils avaient la conviction qu'ils se battaient pour le Sénégal, qu'ils se battaient pour le progrès, qu'ils se battaient pour un meilleur avenir en tant que jeunes. Et nous nous rendons compte, à travers l'exemple de Baba Abdoulaye Diop, en présentant mes condoléances à sa famille éplorée, en m'inclinant pieusement devant sa mémoire, nous nous rendons compte, à travers Baba Abdoulaye Diop, que ces jeunes ont été victimes donc de cette croyance forte et de cette confiance qu'ils avaient placée dans des acteurs politiques qui ont fini par donner la preuve la plus éclatante qu'ils sont des aventuriers, qu'ils sont des populistes qui manipulent à souhait. Madiambal, qui m'a précédé au micro, tout comme Mohamed Ben Diop et également notre frère Daniel Sow, l'ont dit. Quand ils sont arrivés au pouvoir, alors qu'ils ont promis de régler tous ces problèmes en 60 jours ou en 100 jours, pour être dans le mythe des 100 jours, mais ils ont commencé par nous dire: nous avons trouvé le pays au 4e sous-sol. La question que nous devons leur poser, et ils ont obligation d'y répondre: à quel niveau de sous-sol se trouve aujourd'hui le Sénégal? Peut-être au 5e sous-sol, à la place des 100 jours de promesses pour régler les problèmes. Ils ont plongé donc le Sénégal dans une situation extrêmement difficile. Abdou Diouf disait à propos d'un pays voisin: Ey bu ñu guerroon. J'ai envie de leur dire au président de la République tutoyé, j'ajoute toujours tutoyé, parce que vous voyez bien aujourd'hui qu'il est tutoyé, qu'il est chahuté par son propre camp. J'ai envie de dire au Premier ministre par intermittence, donc au PMI, au lieu de Premier ministre tout court: Ey bu BRT amul woon. Ey bu TER amul woon. On est à la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Ey bu stade Abdoulaye Wade amul woon. Ils ont fini par prendre le TER alors qu'ils avaient juré qu'ils changeraient de nom le jour où ils verraient le TER circuler. Et aujourd'hui, le TER va à AIBD parce qu'ils ont trouvé le chantier déjà lancé et presque prêt. J'ai envie de leur dire: Ey bu Air Sénégal amul woon. Alors que, souvenez-vous, par un comportement antipatriotique pour des gens qui se disent patriotes, ils ont même appelé à boycotter Air Sénégal, à saboter Air Sénégal. Aujourd'hui, ils héritent de la compagnie Air Sénégal. Je ne suis pas en train de dire que tout était rose. Il y a beaucoup de choses, certainement, à redire et à revoir. Parce qu'un pays ne se bâtit pas sur un mandat ou sur 2 mandats. Un pays se bâtit sur la durée. Nous sommes ici en France. Il s'agit
de regarder comment ce pays et d'autres pays ont été bâtis, construits